Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est l'ancien président de la métropole. Bonsoir David Kimmelfeld. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir. Bonsoir. Notre expert politique Lionel, directeur de la rédaction de Mac de Lyon Magazine, qui est partenaire de cette émission. Petit rappel, comme d'habitude, sur le parcours de notre invité. David Kimmelfeld, vous êtes l'ancien maire du 4e arrondissement, donc président de la métropole. C'est Gérard Collomb, on le rappelle, qui vous avait laissé le fauteuil au moment où il est devenu ministre, fauteuil que vous avez conservé lors de son retour. S'en est suivi cette guerre fratricide dont on a tant parlé. Vous avez été le candidat dissident de La République En Marche lors des dernières élections. Vous êtes désormais conseiller d'opposition à la métropole et vous avez fondé un nouveau mouvement politique, les progressistes. On aura l'occasion d'en parler. Et professionnellement, vous vous êtes reconverti dans une agence de conseil. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'émission. La thématique ce soir de votre émission, vous allez nous donner votre avis sur la politique qui est menée par les écologistes à la métropole de Lyon. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'ils sont aux manettes. Les Verts font-ils fausse route? Va-t-on vers un dérapage au niveau des finances? Les écologistes vont-ils trop loin sur les transports notamment, mais aussi quels sont les bons points peut-être que vous allez leur attribuer? On va vous poser donc toutes ces questions. Mais d'abord, petit retour en arrière au moment des élections, justement. Vous aviez tenté un rapprochement, justement, avec les écologistes. Ils avaient refusé, pas d'alliance avec La République En Marche, même avec un candidat dissident. Est-ce qu'avec le recul, finalement, vous vous dites... est-ce que vous regrettez ou est-ce que vous vous dites, finalement, c'était pas plus mal comme ça, j'aurais pas été compatible avec eux? Non, je crois que d'abord bonsoir. Merci de votre invitation. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de regrets ni de remords. Non, voilà, les choses ne se sont pas déroulées comme cela et je ne le regrette pas. Et effectivement, je pense que je serais mal à l'aise aujourd'hui, en tout cas au moment où je parle, dans cette majorité. On aura l'occasion de l'expliquer. Quel est votre rapport donc vis-à-vis à ces Verts qui ont gagné sans vous? Il y a un peu de rancœur, il y a un peu d'amertume, parce que parfois vous êtes très critique. Les Verts proposent une écologie du déclin. Vous tapez un peu fort. Oui, je crois que d'abord, dans quel état d'esprit? Moi, je suis dans un état d'esprit d'une opposition qui se veut constructive. Mais une opposition constructive, ça ne veut pas dire une opposition qui ne s'exprime pas. On a fait une petite cure de silence. Les 6 premiers mois, je considérais qu'il fallait d'abord que les Verts s'installent. C'est une grosse machine, la métropole de Lyon, la ville de Lyon aussi. Il fallait leur laisser le temps de prendre leur marque et de ne pas être dès le premier mois dans la critique. Aujourd'hui, on passe à une autre phase. Un budget a été adopté. Et donc aujourd'hui, moi, je fais entendre une voix critique sur un certain nombre de choses et positive sur d'autres. On aura l'occasion aussi de le dire, je crois. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet, justement, cette politique donc menée par les Verts. La grande actualité de la semaine à la métropole, c'est le vote de ce plan d'investissement avec l'opposition qui est montée au créneau, notamment concernant la dette qui va être creusée de 30 à 60% d'après les prévisions des écologistes. C'est une erreur de s'endetter comme ça, sachant que les recettes fiscales vont baisser avec la crise? Alors, ma critique, en tout cas la mienne, n'a pas été sur l'endettement. Elle a été sur le contenu du budget. On en parlera, mais sur la dette, vous en pensez quoi? Je crois que d'abord sur la dette, il faut rappeler, beaucoup de chiffres ont été donnés. Et si on veut être tout à fait objectif, on va passer d'un endettement de 3 ans à 6 ans. Et non pas à 10 ans comme cela a été indiqué. On a, et c'est les experts de l'OCDE qui le disent, un loyer de l'argent qui est extrêmement bas, voire même Laurent Wauquiez vient d'emprunter avec des taux négatifs. Les taux sont très bas. Les taux sont très bas. Donc finalement, vous êtes moins sévère, Gérard Collomb, alors? Non, mais moi je suis sévère sur le contenu du budget, sur les actions. Mais là, on parle de la dette. Lui, il dit on va dans le mur. Non, on a laissé. Il revendique avoir laissé une situation saine. Vous lui avez pris la suite. Vous aussi, vous estimez avoir laissé une situation saine. Mais est-ce qu'il dilapide l'héritage, les écologistes, ou pas? La question, c'est pas de dilapider l'héritage. C'est la question de savoir si, en face de ces dépenses supplémentaires absolument nécessaires, on est dans une crise sans nom, crise sociale, crise économique, crise sanitaire. Je dirais tout à l'heure pourquoi j'ai été très critique sur le budget. Mais en termes d'investissement, vous auriez fait pareil. Je pense que leur budget ne répond pas à cette crise sanitaire et cette crise économique. On reviendra sur le contenu, mais sur le volume, vous y serez allé. Pour autant, je pense que nous serions allés sur le volume. La question, c'est la question ensuite des recettes. Est-ce que vous continuez à mener une politique dynamique? Est-ce que vous continuez à faire en sorte que des entreprises, demain, après cette crise, viennent sur le territoire et qu'on puisse rentrer des recettes, et à ce moment-là, on arrive à équilibrer, en tout cas, ce budget, et à faire réduire l'endettement. Rajouter, en plus, encore une fois, un loyer de l'argent qui est peu élevé,
Et je crains, bien évidemment, ce que je crains, c'est que cette politique qui, quelque part, est très mal à l'aise avec l'attractivité, avec l'entreprise, avec la construction de nouveaux logements, eh bien, freine l'entrée de recettes. C'est plutôt ça qui m'inquiète, plutôt que... Moi, je ne suis pas un théoricien et, être extrêmement sévère sur le budget et l'endettement. On peut s'endetter un peu plus, justement parce que la situation l'exige, la situation d'urgence économique et sociale l'exige, et les finances de cette métropole sont saines. Et donc, je ne critique pas, moi, l'endettement supplémentaire. Alors, OK pour l'endettement, on a bien compris votre message. Dans ce plan de mandat, il y a un point en particulier qui fait tiquer l'opposition, en tout cas la droite. C'est la création de 117 postes supplémentaires à la métropole de Lyon, des directeurs, des chefs de projet. Écoutez Philippe Cochet, c'est le maire de Caluire, conseiller d'opposition. Aujourd'hui, on augmente les frais de fonctionnement. On recrute 117 personnes supplémentaires et on dit, à ce moment-là, on va les recruter et on fera l'audit après. Mais on est cul par-dessus tête. Ça veut dire que l'expérience, la compétence n'existe pas dans cette collectivité. Il faut recruter, j'espère, des grands professionnels, pas des amis, parce que ça poserait quand même un problème par rapport à ceci. Et dans une période où tous les investissements doivent être faits, notamment dans la notion du plan de relance, c'est certainement pas en augmentant les frais de fonctionnement. On va complètement dans le mur. Voilà, c'est la crise, c'est la relance. Est-ce que c'est le bon timing pour recruter davantage de personnel, déjà qu'on a 9000 agents à la métropole? De la même façon, sur les recrutements. D'abord, Philippe Cochet a raison, attendre et faire une audit après. Il se trouve que nous avions fait cet audit dès le début de la crise. J'avais demandé, moi, aux différents services de dire attention, nous allons sans doute, face à cette crise sociale, à cette crise économique, à cette crise sanitaire, nous allons avoir des besoins. Et donc, il existe, ces besoins ont été exprimés. Mais ce n'est pas les besoins auxquels ont répondu les Verts. Les Verts ont répondu effectivement avec énormément de cadres. Je crois qu'il y a 117 postes, je crois qu'il y a 65, 70 à peu près, vous m'en voudrez pas, de cadres, ce qu'on appelle les cadres A et les cadres A+. C'est-à-dire des gens qui vont manager des projets, faire des études. Mais ce dont on a besoin dans la métropole aujourd'hui, c'est des agents au plus près des personnes les plus fragiles. Ça veut dire des agents dans les maisons de la métropole, ça veut dire des agents dans les collèges, des agents de proximité. Et moi, ma critique, ça n'a pas été de dire on embauche trop, mais on embauche mal. Là aussi, c'est des mauvais recrutements. C'est le contenu que vous critiquez. Bien évidemment, et d'autant plus que dans cette métropole, c'est quand même quelque part un très mauvais signe qui est envoyé à nos managers et à nos cadres. Il y a une intelligence extrêmement forte, des compétences extrêmement fortes. Et je pense que ce qu'on appelle le redéploiement des compétences, eh bien, dans cette métropole, il y a des cadres qui étaient en capacité de mener les projets avec les Verts et qui, étaient plutôt favorables d'ailleurs à mener des projets. Est-ce que vous partagez les critiques ou craintes de Philippe Cochet sur d'éventuels recrutements d'amis ou c'est un faux procès ? Non, le sujet, c'est pas le recrutement d'amis. Le sujet, c'est est-ce qu'on a besoin de recruter des cadres alors que nous avons dans cette métropole des compétences et des gens très compétents qui en plus ne sont pas opposés aux politiques publiques qui vont se développer. Et donc je pense que c'est une erreur parce qu'on ne va pas répondre aux besoins de proximité. Encore une fois, on est dans cette crise, hein. On n'est pas en suspension. C'est d'ailleurs un des reproches que je fais aux Verts. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont dans une forme de suspension, c'est-à-dire que comme si la crise n'était pas là. Vous pensez qu'ils sont hors sol actuellement? En tout cas, ils veulent dérouler. Ils l'ont dit d'ailleurs, le vice-président Finance a dit on va dérouler notre programme électoral. On va en parler. Il y a une autre critique fréquente aussi bien chez Gérard Collomb que l'opposition de droite, c'est le manque de démocratie participative, de concertation. Est-ce que vous faites ce même constat? Alors, moi là-dessus, j'ai été, je dois dire, très surpris. Je m'attendais effectivement à un grand vent de démocratie participative et à une grande écoute, y compris de l'opposition. Tout simplement parce que nous sommes en crise. Et j'avais mis, moi, en place un certain nombre d'instances très consensuelles. Vous aviez lancé un comité de relance ? Avec l'ensemble, oui, avec l'ensemble des acteurs économiques, culturels, associatifs, mais aussi toute l'opposition, y compris mon opposition de droite dans cette métropole. Et tout ça, Bruno Bernard n'en a pas voulu. Ça m'a beaucoup surpris parce que si on veut produire de l'intelligence collective au moment où il y a des enjeux aussi forts dans cette crise, il aurait été de bon ton de maintenir ces instances-là qui auraient produit des solutions, qui en avaient produit, et il n'a pas souhaité le faire. Donc les Verts font tout seuls ? Et ils ont tendance à faire seuls. On nous a dit, on va discuter de la régie publique de l'eau. On va faire un groupe de travail, mais on va voter d'abord la régie publique de l'eau. Vous avez l'air de dire qu'il y a un manque aussi de réflexion prospective.
Oui, je pense qu'il y a en tout cas une volonté de dérouler très vite, d'afficher un certain nombre de symboles. Mais ce qui pourrait être entendable et valable dans une période, j'allais dire, normale, aujourd'hui, ne l'est pas à cause de cette crise. Et c'est cela qui m'anime pour dire attention, vous faites sans doute fausse route. On va écouter le président de la métropole, Bruno Bernard, qui évidemment assume ses choix, assume l'endettement, assume les recrutements. Il faut se donner les moyens de relancer l'économie face à la crise, dit-il, et de changer les choses. On y vient, écoutez Bruno Bernard. C'est surtout des investissements utiles pour la transition écologique, dans la justice sociale, pour les mobilités, pour le logement, pour la végétalisation, pour l'éducation. Nous ne pouvons pas être prudents vu la situation. Il y a des besoins sociaux, des besoins de logement, des besoins environnementaux. Nous sommes en pleine crise et il faut agir. Et oui, nous allons passer, vous l'avez dit, de 6 ans à 8 ou 10 ans de capacité de désendettement. Ça reste raisonnable par rapport aux enjeux de la transition écologique. Voilà, donc s'endetter pour changer la métropole, plus de social, plus d'environnement, on l'a entendu. Mais vous dites, donc, vous critiquez ce budget, budget qui manque d'ambition. D'abord, il n'est pas clair, il n'est pas fléché. C'est un peu comme, vous savez, sur l'investissement, ce qu'on appelle vulgairement la PPI, mais en fait, c'est le programme d'investissement. On n'a pas de détails, on ne sait pas... sur quels projets vont aller les investissements. Moi, ce que j'ai constaté, ce que je trouve dommage, il y avait un certain nombre de projets qui étaient lancés. Ils ont été pendant 6 mois, quelque part, gelés. Les Verts voulaient voir si ils étaient compatibles avec leur politique, en particulier environnementale. Résultat des courses, je pense notamment au projet sur la Soleil, par exemple. Je pense à un certain nombre de projets à la Pardieu, je pense à la Confluence, des grands projets, les vallons des hôpitaux. Il était invité, je crois, hier soir ici. Il a donné comme exemple de projet qui allait se lancer, le Vallon des Hôpitaux, la Soleil. Mais c'était déjà lancé. On aurait pu gagner 6 mois. Et aujourd'hui, on va prendre du retard. Bruno Bernard dit j'ai fait le plan d'investissement. Nous sommes la première collectivité à l'avoir fait aussi vite. Mais le problème, c'est pas de faire le plan d'investissement, de le faire vite. C'est plutôt derrière de le décliner. Ce que vous dites, c'est et là-dessus, on ne sait pas quels sont les projets. Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui, sur des grands projets... La programmation est floue. La programmation est floue. D'ailleurs, il l'assume, comme il assume le budget. Il dit nous avons fait une programmation qui est une programmation politique. J'aurais aimé, par exemple, que sur les investissements, on puisse flécher plus d'investissements directement sur les communes. J'avais indiqué, moi, dans mon mandat, le triplement de la dotation de solidarité aux communes, c'est-à-dire l'aide qui vient directement aux communes pour que les communes investissent. Ils l'ont baissé dans ce budget-là. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que dans les communes, les équipes, on peut changer. Et les équipes sont capables de mettre en place des projets rapidement et de réinjecter... Comme le dit Bruno Bernard, il a raison, il est nécessaire de réinjecter dans l'économie locale. Mais vu qu'il y a plus d'argent pour l'environnement, pour les réseaux express vélo, etc., on pourrait dire que quelque part, il continue une politique que vous aviez initiée. Quand vous avez été élu à la suite de Gérard Collomb, on se rappelle que vous aviez revendiqué faire plus d'écologie, oui, plus d'économie sociale et solidaire. Est-ce que Bruno Bernard ne continue pas ce que vous avez initié, mais de manière plus forte et plus accélérée ? Il le fait sur un certain nombre de sujets, mais il bloque un certain nombre de grands projets et on ne peut pas développer cette métropole et réinjecter dans l'économie uniquement avec le réseau express vélo, avec la végétalisation des collèges, au passage que nous avions prévu. Il faut aller beaucoup plus loin et il fallait enclencher un certain nombre de projets. Pour l'instant, on ne sait pas quels sont les projets puisqu'ils n'apparaissent pas dans la programmation. Vous dites qu'ils votent des enveloppes, mais pas des projets précis. Exactement. Donc il n'y a pas l'accélération. Ce qui m'inquiète sur à quel moment les projets vont se décliner. Sur l'économie, David Kimmelfeld, vous dites, le développement économique, donc les budgets pour le développement économique, c'est quasiment un budget inexistant. C'est un budget inexistant, oui, parce que moi je ne vois rien de nouveau. Je ne vois pas de soutien autour de l'entrepreneuriat, à une exception près qui a été rectifiée. Emeline Baume nous a dit que 2 pôles entrepreneuriaux seraient programmés. C'est très bien, bravo, il fallait le faire. Je pense que dans cette période des crises, il aurait fallu, en tout cas, discuter de continuer une aide directe à un certain nombre d'entreprises. Pas à toutes les entreprises, comme nous l'avions fait lors du premier confinement, où nous avions injecté près de 100 millions d'euros sur l'ensemble des sujets. Mais il fallait le faire. On l'évoque à certains moments. Certaines entreprises qui sont nées dans l'année n'ont pas d'aide. Certaines autres ne bénéficient pas d'aide parce qu'on considère qu'elles ne sont pas essentielles. On aurait pu se poser cette question-là. On est vraiment dans une urgence. Donc l'économie est un peu oubliée. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais il s'agit de bien prendre en compte qu'on n'est pas dans
dans une phase normale et qu'on ne déroule pas son programme comme si on était en suspension. Alors, on parle des transports, sujet qui fait ô combien polémique avec la métropole de Lyon qui va, pour les mobilités, augmenter ses investissements de 12%. Une grosse enveloppe, évidemment, pour les cyclistes, pour les piétons. La piétonisation, les pistes cyclables, là encore, c'était votre politique. Mais est-ce que vous trouvez que les Verts vont trop vite, trop loin pour changer nos habitudes de déplacement ? Non, je crois qu'ils ne vont pas trop vite. Il manque surtout la partie, vous l'évoquiez tout à l'heure, concertation, démocratie participative. Il manque cette discussion-là. On dit on va faire le téléphérique. Moi, je ne suis pas opposé par principe au téléphérique, à deux conditions. C'est qu'il y ait une véritable concertation qui s'engage et qu'on n'indique pas le projet avant même de l'avoir discuté avec les habitants et les habitantes. Et puis deuxièmement, par exemple, ce téléphérique, il faut qu'il puisse être entouré d'un certain nombre de parkings relais, parce qu'on ne va pas intéresser que les gens qui habitent au pied du téléphérique. Il faut des parkings relais, et je sens bien que, par exemple, sur tout ce qui touche au parking, parce que ça touche aux voitures, il y a une forme de frein, j'allais dire, un peu idéologique, alors que si on veut rabattre les gens pour qu'ils utilisent des transports en commun, il faut continuer à faire des parkings relais. Ça n'apparaît plus dans les plans de mobilité, ça n'apparaît plus dans les investissements. Donc il n'y aura personne dans le téléphérique, c'est ça le risque ? Je ne dis pas qu'il y aura personne dans le téléphérique, mais en tout cas, il ne remplira pas sa fonction première, qui est quand même de rapatrier beaucoup de monde, y compris des gens qui sont à l'extérieur de cette métropole et qui tous les jours rentrent dans la métropole. On parle aussi trop souvent dans cette métropole depuis quelques semaines et depuis quelques mois uniquement aux habitants et aux habitantes de la métropole. Mais c'est des hommes et des femmes qui viennent travailler tous les jours dans cette métropole, bien souvent d'ailleurs des gens modestes qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de rentrer dans la métropole pour rendre des services aux métropolitains. C'est la question de la ZFE, la zone à faible émission, qui concerne Lyon-Villeurbanne-Caluire et qui pourrait être étendue. Bruno Bernard annonçait la fin du diesel vers 2026, même pour les particuliers. Vous aviez lancé la ZFE en plusieurs étapes. Bien sûr. Est-ce que vous auriez fait appliquer, annoncer le même calendrier ou est-ce qu'ils vont un peu trop vite sur la ZFE également ? J'avais dit à condition qu'on puisse assurer à celles et ceux qui sont contraints par leur véhicule. Et c'est qui est contraint par les véhicules le matin tôt pour rentrer dans la métropole ? C'est les gens qui travaillent dans les hôpitaux. C'est les gens qui, demain, je l'espère, si un jour les bars, restaurants rouvrent, qui viennent travailler dans cette métropole. Des gens plutôt modestes. Et ces gens-là qui, aujourd'hui, n'ont pas ni l'alternative transport en commun, ni les moyens de changer leur véhicule, qui demain seront pénalisés. Ils ne l'ont pas parce que ça n'a pas été développé sous vos mandats où vous étiez avec Gérard Collomb. Non, mais la zone de faible émission, elle était sous le dossier, c'est moi qui l'ai mise sur la pile. Donc, non, mais l'alternative en transport en commun que vous jugez insuffisante aujourd'hui. L'alternative en transport en commun, elle a démarré, elle devrait continuer, mais là on ne sent pas une volonté, on sent une volonté de mettre, j'allais dire, je m'excuserai l'expression, un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de dire on va cogner d'abord, les gens se passeront de leur voiture et ils verront bien comment ils feront. Mais pour les gens les plus modestes, c'est une véritable difficulté si on va jusqu'au bout sans alternative. Une alternative qui ne peut pas être financée uniquement, on le sait bien, par la métropole. Donc on ne peut pas dire que ce qui peut contrarier certains Lyonnais aujourd'hui, comme l'extension de la ZFE, a été initié sous votre mandat. Ce n'est pas vous qui finalement avez lancé cette dynamique. Vous pensez que vous l'auriez fait plus lentement ? Je l'aurais fait plus lentement, sauf si des dispositifs gouvernementaux, des dispositifs nationaux permettaient d'assurer à celles et ceux à qui on interdisait finalement à terme 2023, 2024, 2025. Vous voulez dire des subventions, des aides à la conversion ? Parce que sinon, l'infirmière qui tous les matins rentre, qui habite d'ailleurs en dehors souvent de la métropole, parce qu'elle ne pouvait plus s'y loger, vient travailler tous les matins à l'hôpital de la Croix-Rousse, à l'hôpital Édouard Herriot, qui lui paye son véhicule demain ou qui lui offre la ligne de métro qu'on n'aura pas fait au moment où la ZFE s'appliquera. C'est ça la difficulté. Sur les transports, il y a un renforcement de l'offre sur la banlieue Est. Il y aura le téléphérique pour mieux desservir l'Ouest lyonnais. Il y a plus de bus, plus de tramways. Enfin, il y a plus, c'est annoncé pour l'instant. Oui, on va voir annoncé. Comment les choses et ça va être en parallèle des restrictions contre les voitures qui vont se durcir au fil des années. Donc il y a bien un oui, mais mouvement je pense qu'il y a un mouvement d'ensemble, mais il y a un véritable décalage, à mon avis, qui posera des problèmes aux personnes les plus modestes. Donc on va vers une ségrégation sociale entre les riches et les pauvres. Les riches pourront venir à Lyon. J'avais dit, par exemple, j'avais fait une proposition, d'ailleurs que j'ai refait à Bertrand Artigny, vice-président finance. Je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est mesurer l'impact environnemental de chaque mesure, c'est très bien. C'est ce qu'il appelle son budget zéro. Hein, le budget zéro, c'est chaque ligne, je regarde s'il y a un impact positif sur l'environnement. Et moi, je lui avais dit, ce qui serait bien, c'est aussi d'avoir
à chaque mesure qu'on prend, l'impact social. Mais qu'est-ce que ça procure sur les personnes les plus modestes? C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'une métropole, elle est faite aussi de cet équilibre social extrêmement important. On parle de l'insécurité, autre thème important. Lors de la campagne, vous aviez proposé vous-même la création d'une police métropolitaine en renfort des polices municipales. Vous pensez que les écologistes ont pris cette question de l'insécurité à bras-le-corps? Est-ce qu'on leur fait pas un procès en incompétence un peu rapide et un peu facile? D'abord, moi j'avais proposé une police métropolitaine dans les transports principalement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur est venu hier dans la métropole. Il a annoncé des policiers supplémentaires à Rieux, à Vaux-en-Velin. Et il a dit qu'il regardait de très près ce qui se passe à Villeurbanne. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que dans ces 3 villes, les maires, Cédric Van Stevendel, Hélène Geoffroy, Alexandre Vincendet, ont pris ce sujet à bras-le-corps, sans tabou, sans nier la nécessité d'investir aussi sur la prévention, mais sans tabou. Il se trouve qu'à Lyon, le maire de Lyon, tergiverse un peu. C'est-à-dire qu'il fait un pas en avant sur la sécurité et un pas en arrière. Quand vous vous expliquez que... Alors peut-être que sa langue a fourché, comme peut-être pour le Tour de France, mais quand vous dites qu'à la Guillotière, s'il y a beaucoup de policiers, il y aura moins d'habitants parce que les habitants vont voir beaucoup de policiers, c'est vrai que pour motiver le ministre de l'Intérieur, le préfet, à investir sur le quartier, faut beaucoup de patience. Alors je pense qu'il y viendra parce que je crois que d'ailleurs des signes sont envoyés, des signes positifs. On parlait des signes positifs, la vidéo-verbalisation auquel les Verts s'opposaient pendant toute la campagne. Le maire de Lyon, de manière tout à fait raisonnable et raisonnée, a indiqué qu'il allait la déployer, ce qui paraît tout à fait utile, comme d'ailleurs à Villeurbanne. Et la gestion de la crise du Covid, tant par Grégory Doucet à la ville de Lyon que Bruno Bernard à la métropole, vous en pensez quoi? Vous étiez, vous, en première ligne, au premier confinement. Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Je crois que ce qui m'a beaucoup déçu, c'est cette volonté de faire de l'entre-soi pour gérer la crise Covid et de ne pas ouvrir, comme je l'indiquais tout à l'heure. Quand on réunissait toutes les semaines l'ensemble des acteurs, c'est ces acteurs-là qui produisaient, des solutions, qui mettaient en quelque sorte les priorités. Et je pense que quand on est face à une crise comme celle-là, il ne faut pas hésiter à discuter, à partager, y compris avec son opposition. Moi, c'était très, très, très frappant. J'ai interpellé tout à fait respectueusement Bruno Bernard sur la question, en lui disant « Mais pourquoi vous ne remettez pas en place ces instances ?» Il m'a dit « Mais ma porte est toujours ouverte. » Mais le problème, c'est pas que sa porte soit toujours ouverte pour qu'on aille cogner à sa porte. Quand on est président de la métropole sur une crise comme celle-là, c'est à nous de descendre dans l'arène et d'animer l'ensemble des acteurs pour que les acteurs produisent des solutions. Alors, des choses positives ont été faites. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Vous avez apprécié leur prise de position sur l'ouverture des petits commerces, la culture, etc. Oui, je pense par exemple que l'aide qu'a mis en place Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert sur la culture, 4 millions d'euros, c'est considérable, est une très bonne initiative. Bruno Bernard a repris un certain nombre de dispositifs qui étaient lancés. C'est pas une critique, hein. On peut pas avoir de la créativité quand on fait de l'aide alimentaire, on fait de l'aide alimentaire. Un dernier point positif, parce qu'il faut équilibrer les choses, je le dis quand on a une opposition constructive. J'avais indiqué, moi, qu'il fallait rentrer dans ce qu'on appelait zéro retour à la rue. Et je pense que le travail qui a été mené et qui est mené aujourd'hui par Renaud Père à la métropole, par Sandrine Runel à la ville de Lyon et par Cédric Van Stevendel à Villeurbanne, est tout à fait à la hauteur sur la question des sans-abri, par exemple. Respectueuse de l'histoire de cette ville, respectueuse de celles et ceux qui sont dans la rue. Et moi, je dis que là-dessus, j'avais initié quelque chose, ils l'ont accéléré, et c'est très bien. Vous pouvez participer, évidemment, vous qui nous regardez à cette émission, en envoyant une question à notre invité en amont de l'émission, via nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les comptes de BFM Lyon. Regardez la question pour vous, David Kimmelfeld. Les écologistes demandent l'arrêt de la centrale nucléaire du Bugey, près de Lyon. Quelle est votre position à vous sur la question? D'abord, j'allais dire, il y a une autorité de sûreté nucléaire et c'est d'abord à l'autorité de sûreté nucléaire de nous dire exactement la situation telle qu'elle est et pas telle qu'on la souhaite. Donc vous en remettrez... La deuxième chose, aujourd'hui, il y a 2 jours, je crois, le président de RTE a remis un rapport à la ministre Pompili. Le réseau électrique. Sur le réseau, à la ministre Pompili, pour dresser un certain nombre d'hypothèses et de scénarios pour aller vers 2050, je crois, ou 2040, l'arrêt de l'ensemble des centrales nucléaires. C'est à partir de là qu'il faut discuter, mais pas simplement en brassant, j'allais dire, pour envoyer des signes à son propre électorat. Je pense que quand on est
président d'une métropole où il y a des enjeux de territoire, y compris d'ailleurs avec le département de l'Ain, je pense qu'on se garde de faire des déclarations à l'emporte-pièce, même si je respecte sa position, mais on ne peut pas s'exprimer comme ça. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Et on va laisser les écologistes de côté pour parler de vous, David Kimmelfeld, avec une première question, des réponses courtes. Vous avez lancé votre mouvement, les progressistes. C'est quoi l'objectif? Est-ce que vous pensez sérieusement avoir encore un avenir politique malgré votre défaite à l'élection métropolitaine? D'abord, des gens qui ont subi une défaite politique et qui demain connaissent des succès, il y en a d'autres, beaucoup. Beaucoup disent on n'est jamais mort en politique, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est que nous avons suscité, je crois, un travail intéressant avec un certain nombre d'habitants et d'habitantes de cette métropole, des résultats. Et donc, on a envie de poursuivre. Vous voyez, j'ai développé un certain nombre de sujets là, qui sont une musique qui n'est pas celle des Verts, une musique qui n'est pas celle des Verts et une musique qui n'est pas celle. On va faire des réponses courtes, David Kimmelfeld, sinon on ne va pas s'en sortir. Politiquement, vous en êtes où, macroniste ou plus macroniste? Mais je ne suis plus macroniste. Je ne suis pas à La République En Marche depuis longtemps. Je vous l'ai dit à plusieurs fois sur le plateau. Vous vouliez continuer à mettre le logo dissident de La République En Marche. D'abord, je crois que les militants de La République En Marche... Donc, vous retournez vers la gauche. Je n'ai pas dit que je retournais vers la gauche. En tout cas, je l'ai toujours dit, moi, mes valeurs, on sait où elles sont, et je continue à les travailler. Et je pense que les propos que j'ai eus, les propositions que j'ai faites, vous indiquent un certain nombre de directions. On vous reproche encore d'être le principal diviseur de l'équipe de Gérard Collomb et donc responsable de la défaite. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ou vous reprochez plutôt à Gérard Collomb de ne pas avoir renoncé à temps? Non, mais moi, je ne reproche plus rien à Gérard Collomb. Vous êtes réconciliés? C'est la fin. Non, mais ce n'est pas la question de se réconcilier. Vous savez, d'abord, il y a la politique et les hommes et les femmes qui font de la politique. Moi, j'ai toujours fait la part des choses. Et on est vraiment sur quelque chose qui est loin de nous et qui en plus, je crois, pour le coup, si on trouve vraiment des gens qui s'intéressent à cette question-là, il faut me les présenter. Encore une fois, on est dans une crise extraordinaire et c'est plutôt ça qui intéresse et qui inquiète les gens. Un dernier mot, votre conversion dans le privé avec cette agence de conseil. Gérard Collomb, lui, dit, moi, je ne l'aurais pas fait, il trouve ça déplacé, mélange des genres. Vous assumez? C'est d'abord une reconversion dans le privé. Je rappelle que moi, je viens du privé. Hein. J'ai une entreprise pendant plus de 20 ans. Mais une agence de conseil, vous travaillez avec les collectivités? Je travaille avec un certain nombre de collectivités, mais vous le savez, la haute autorité est très, très claire et elle a raison de le dire. Elle l'a dit il n'y a pas très longtemps. Il est interdit, mais ce n'est pas une surprise. C'est bien normal de travailler avec la métropole de Lyon, avec la ville de Lyon. Mais vous savez, avant que Bruno Bernard ou Grégory Doucet me demandent des conseils, et en plus à titre professionnel, il va couler beaucoup d'eau sur le Rhône et sur la Saône. Mais plus sérieusement, j'ai une activité avec un certain nombre de sujets, des sujets sociaux, médico-sociaux, d'hébergement, d'attractivité, dans le respect, bien évidemment, de ce que demande la haute autorité. C'est le principal. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, David Kimmelfeld, dans Lyon Politique. Merci Lionel, à la semaine prochaine, Merci. jeudi prochain, nouvel épisode de Lyon Politique.